Donc, pour répondre à ta question, ici, il s'agit de faire une petite brochure, 16 pages, en fait, à la fin. Et donc, pas un triptyque dont tu me parles, un triptyque, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais montrer. Alors, bien sûr, si je tape triptyque, je vais tomber sur les triptyques, sur plein de triptyques, parce qu'en peinture, ça existe, les triptyques. Les tableaux aussi, les tableaux blancs en triptyque, c'est marrant. On s'amuse. Je vais indiquer triptyque impression et il ne me les trouve pas. Ah, il doit me trouver ça. Voilà, en voilà. Impression triptyque sur papier. Donc voilà, vous avez les triptyques. C'est une feuille qui est pliée en 3 ou parfois en 4. Le format de la feuille, c'est vous qui choisissez parce qu'en fait l'imprimeur peut vous faire des formats de feuilles que vous souhaitez, puisqu'en réalité il utilise des feuilles plus grandes qu'il va couper. Donc ça, il faut déjà le savoir. Vous pouvez souvent choisir un format de feuille et l'imprimeur va s'adapter. Mais il faut toujours parler à l'imprimeur avant, parce qu'il y a parfois des surcoûts, évidemment. Donc, triptyque, il y a différentes manières de plier. Il y a la méthode accordéon, il y a d'autres méthodes pour replier les triptyques que vous avez certainement déjà vu. Et alors, c'est pas si simple que ça à expliquer comment préparer un triptyque dans InDesign. Il faut 2 pages du format du papier sur lesquels on vient mettre des traits de pliure pour savoir où plier. Et ils sont à l'extérieur des pages, mais ils indiquent où il faut plier le triptyque. Et il faut surtout faire attention que, pas dans le cas de ce triptyque, mais dans le cas d'autres triptyques où un des volets vient se rabattre à l'intérieur du triptyque, vous connaissez, il faut qu'il soit plus petit. Sinon, quand vous superposez tous vos triptyques avant de les distribuer, ils vont bomber, ils vont se plier parce que les pages intérieures vont pousser. Donc il faut absolument que le volet intérieur soit quelques millimètres moins large que les autres volets. C'est une erreur habituelle quand on fait des triptyques, on oublie ce petit détail et alors on distribue des triptyques qui sont bombés. Autre type de triptyque, voilà. Donc en anglais, oui, en effet, trifold. Un folder, ça peut être c'est plutôt plié en deux. C'est plutôt un plié en deux. C'est moins complexe un folder, ce qu'on appelle un folder. D'après ce que moi je pense, on va plutôt vers ça, vers un document plié en deux, voire en 4, allez s'il faut. Et alors bien sûr, nul besoin de le dire, la pliure, ça fait partie du façonnage, donc c'est fait automatiquement avec des machines à la sortie de la presse. C'est rogné, puisque l'impression va jusqu'au bord de la feuille, et que c'est techniquement impossible en offset d'imprimer jusqu'au bord de la page, donc on imprime sur des pages plus grandes, et on coupe. Donc c'est en fond perdu, l'encre est imprimée plus loin que le bord de la page finale, et on coupe, et on a des bandelettes de papier qui vont pour le recyclage, c'est perdu, c'est le fond perdu. Et donc ça, c'est coupé, c'est plié automatiquement. D'accord ? Il va sans dire. En plus, c'est mieux fait que si c'est fait manuellement. C'est ça, dans InDesign, ce sera un document recto-verso dont les pages sont horizontales. Alors voilà un triptyque où une des pages se rabat à l'intérieur. Il faut absolument que le volet soit moins large. Sinon, vous avez de gros problèmes. Ils ne vont pas tenir la route. Tiens, voilà peut-être un qui est quand même pas mal bombé. Je me demande s'il n'a pas été justement mal fait et... Alors... oui, c'est pas mal ça, oui. C'est créatif, en effet. Ça, c'est des travaux spéciaux chez l'imprimeur. Il faut en parler avant, et il y a un surcoût, mais ça peut donner son petit effet. Donc le but, c'est quand même
quand vous faites des objets publicitaires de ce genre-là, c'est que les gens aient des scrupules à la mettre à la poubelle. Et donc vous avez vraiment gagné le pari, ils le mettent sur une étagère, tiens c'est marrant ce truc. Les gens ont tendance ils ont raison évidemment, à éviter de jeter des beaux objets et des livres. Et si vous arrivez à faire un objet publicitaire qu'ils hésitent à jeter parce que ça ressemble à un livre plus qu'à un magazine, les magazines ça ils les jettent, et déjà là peut-être pas, on les refile plutôt à quelqu'un, mais les livres ça se jette pas, et donc ça peut être une approche de communication, de faire des objets qu'on n'a pas envie de jeter. Et dont notamment des objets surprenants comme ça, pourquoi pas, et utiles aussi. Il y a plein d'exemples, même de cartes de visite qui sont utiles. Ça, c'est vraiment, il faut chercher, mais il y a des cartes de visite qu'on peut utiliser. C'est un décapsuleur, par exemple, ou c'est une règle pour mesurer, ou voilà, plein de choses. Ça, c'est arriver à faire une carte de visite qu'on n'a pas envie de jeter parce qu'elle est vraiment utile, c'est génial. Alors oui, si tu veux faire un format de page qui n'est pas rectangulaire dans InDesign, il faut utiliser une forme à découpe. Donc c'est avec l'imprimeur que ça se gère. Après que les pages soient imprimées et sortent de la presse, il va y avoir des lames auxquelles on donne un format, une forme qu'on veut, entre guillemets, parce qu'il y a des limites physiques. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des impressions à découpe. Le document sera toujours rectangulaire, mais par-dessus le document, on met un filet. Oui, c'est ça, un emporte-pièce. On met un filet dans une encre Pantone qui va servir à l'imprimeur à créer l'emporte-pièce, voilà. Donc tout est possible, des découpes, tout est possible. Voilà, j'ai tapé forme à découpe, qui est le terme français. Oui, en anglais c'est peut-être cut-out, et vous voyez le genre de choses, des formats découpes. Il y a des entreprises spécialisées là-dedans, voilà. Ce sont des lames qui vous permettent, en pressant le papier dessus, bien sûr, d'obtenir des choses découpées. Ça peut être très sympa, c'est très coûteux. Mais bon, voilà. Ah oui, et puis c'est ce qui est utilisé aussi pour faire des sleeves, comment est-ce qu'on appelle ça encore, des pochettes, des pochettes, voilà, que vous recevez à la banque avec votre contrat d'assurance. Voilà, des fardes à rabat, en français. Voilà. Très intéressant les formes à découpe, donc ça répond à ta question. Dans InDesign, ça se gère avec, mais le format reste quand même rectangulaire dans InDesign, dans tous les cas. Donc, au niveau de la finition et des impressions, ça peut aller très loin. On peut avoir de la dorure avec plein de choses, du gaufrage. Voilà, de la dorure, tout le monde connaît ça, sur les packaging, beaucoup, sur les cartes de visite, on voit ici du vernis, voilà, une carte de visite, c'est du noir avec un vernis par-dessus, certainement. Donc, tout ce qui est finition, c'est tout un boulot, quoi. Le gaufrage aussi, donc là, on reste de la dorure, bien sûr. Impression, c'est ce qu'on appelle le vernis sélectif. Quand le vernis n'est visible qu'à un endroit de la page, on appelle ça un système de vernis sélectif. Et là aussi, ça se met au point dans InDesign avec une encre Pantone qui sert à indiquer là où le vernis doit arriver. Et c'est forcément donc un passage en presse supplémentaire avec du vernis après l'impression. Normal, ça vient par-dessus. C'est très classieux. Donc le gaufrage, encore une autre technique. Le gaufrage, voilà, on le voit. Donc on enfonce les fibres du papier, on prend un papier qui est bien épais déjà à l'origine, et, évidemment pour faire ça, et puis on enfonce les fibres du papier. C'est du gaufrage. Très sympa. Tout ça est très cher, et c'est beaucoup utilisé dans le packaging, mais le packaging, ils peuvent se le permettre parce qu'ils sortent beaucoup de produits. C'est pour des produits, voilà, plus le produit est vendu, plus on peut se permettre de mettre au point des choses complexes
Et au niveau du budget, on va s'y retrouver dans le nombre. Voilà. Après, il y a encore tous les papiers spéciaux qui ont des effets de cinétique, en fait. Hein. Je ne sais pas si je vais en trouver ici, mais... Ah, le papier animé, voilà. Oui, vous connaissez, hein, quand on bouge le papier, ça change, les couleurs changent, il y a des choses qui changent, les reflets. Ça, c'est le papier à l'origine sur lequel on imprime, ça aussi, c'est une possibilité. Alors, je tenais à dire quelque chose. Il y a une tendance chez les graphistes à imprimer les CV qu'on distribue aux entreprises, à les faire complexes. C'est ce qu'on appelle les CV graphiques. Ça vous dit quelque chose peut-être? On vous explique ça, il y a des formations et je respecte ça, mais je dis méfiance quand même. Hein. Les CV graphiques, ce sont des CV de graphistes où plutôt que d'avoir un bête CV, vous avez une mise en page avec des... Oui, typiquement des évaluations de votre connaissance des logiciels, ce qui absolument ne correspond à rien du tout, parce que celui qui évalue sa connaissance de Photoshop à 8 sur 10 est peut-être à 2 sur 10 pour un pro. Il faut savoir répondre aux questions après. Hein. Mais je ne dis pas que c'est le cas de ce CV, je l'ai pris au hasard. Donc des CV graphiques et c'est de la couleur. On peut ajouter du gaufrage, de la découpe. Méfiance par rapport à ça parce que moi je conseille quand vous voulez faire un CV de vous focaliser sur la typographie, de faire une belle typographie, ce sera mieux. Donc un CV en noir et blanc, ça c'est ce que je conseille, mais vous prenez le conseil ou pas, moi c'est ce que je pense qui va, les vrais professionnels qui vont recevoir votre CV, ils vont apprécier ça. D'abord, votre CV, s'il coûte cher à faire, s'il vous coûte 2 euros par CV, vous allez en envoyer combien? C'est le même principe pour les cartes de visite, au fait. Hein. Des cartes de visite super chères. Voilà, donc c'est par la typographie que vous allez éventuellement le CV le faire ressortir du lot. Et un bon CV, tiens, voilà peut-être un. Voilà, bah, c'est un CV en noir et blanc. Un bon CV en noir et blanc comme ça sort d'une photocopieuse, une bonne photocopieuse qui sait faire du gris et tramer correctement. Ça coûte pas cher, quoi. Ça coûte peut-être 10 centimes. Alors que les autres en couleur, ils vont coûter au-delà de l'euro. Il est fort probable que la plupart des CV qu'on voit là sont faits avec InDesign. Avec quoi d'autre ça pourrait être fait? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme concurrence à InDesign? Il y en a. Il y a Microsoft Publisher, peut-être, mais peut-être pas quand même. Hein, qui... Voilà, Publisher, c'est le complément, c'est l'équivalent un peu de... C'est une espèce de super Word, je pense. Hein. Mais bon, je n'ai jamais utilisé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme concurrent à... Donc, comme concurrent, entre guillemets, à InDesign, il faut dire qu'il y a finalement peu de concurrents. Vous avez Quark Express. Quark, la marque Quark Express, et qui permet de faire la mise en page, tout comme dans InDesign. Voilà. Mais c'est devenu finalement une petite boîte par rapport à Adobe. Mais pourquoi pas, il y a encore des gens qui aiment travailler dans Quark. Il y en a qui... Voilà, comprendre Quark, connaître Quark Express, ça peut peut-être être un atout sur le marché de l'emploi parce que il y a des gens qui travaillent avec toujours avec Quark Express et aussi avec des documents hérités, c'est-à-dire qu'ils ont toute une banque de documents qu'ils ont accumulés au fil des décennies, qui sont faits dans Quark Express, et donc on peut ouvrir un document Quark Express dans InDesign. Depuis la première version de InDesign en 1999, il est capable de convertir un document Express en InDesign. Mais parfois ça bouge. Et donc parfois connaître le logiciel Express et pouvoir entrer dedans, ça pourrait éventuellement être un plus. Je ne conseille pas d'apprendre Quark Express, c'est vraiment un marché de niche à fond. Mais pourquoi pas? Et alors, vous en connaissez d'autres?
de concurrents à InDesign. Alors, il y a le petit qui monte, c'est Affinity. C'est une marque indienne qui concurrence Adobe avec ses 3 logiciels Affinity Photo, Affinity Designer, et pour la mise en page, ils ont Affinity Publisher. Et les tarifs sont très intéressants. On est de l'ordre de 50 € le logiciel parfois, quand ils font des promos. Et c'est définitif. Vous achetez le logiciel, c'est une licence perpétuelle, comme Adobe faisait avant. Et donc, il y en a qui, pour qui c'est largement suffisant. Ça peut être tout à fait bien, Affinity. Sur le marché de l'emploi, honnêtement, si vous voulez travailler dans une boîte qui fait quand même des travaux de haut vol, Adobe reste la référence. Mais pour une petite ASBL, plutôt que de travailler dans Scribus, qui est de l'open source, qui fait de la mise en page, oui, Scribus, ce ne sera pas génial, mais on l'utilise notamment en Afrique. Scribus, c'est le logiciel de mise en page open source, donc ça coûte rien. Plutôt que de travailler dans Scribus, si vous n'avez pas le budget pour faire la location Adobe, Affinity peut être une alternative. Voilà. Maintenant, pour faire du haut vol, Adobe, ça reste quand même la machine de guerre, en fait. Donc, Scribus, et tu me parles de Figma, c'est ça ? Oui, donc pourquoi pas, ça peut, pour certaines entreprises, être une solution. Ça peut être une solution, donc voilà. Évidemment, il ne faut pas prendre un bazooka pour tuer une mouche, c'est-à-dire louer la suite Adobe pour faire un petit flyer 3 fois par an, voilà. C'est peut-être pas la solution, quoi. Vous avez aussi ce qui est fort utilisé par les community managers, Canva. Le logiciel Canva, c'est avec un S ou sans S? Voilà. Canva. Ok, vous avez aussi, bien sûr, chez Corel, des choses. Chez Corel, qu'est-ce qu'ils ont comme logiciel de mise en page chez Corel maintenant? Oui, c'est CorelDRAW, la suite graphique CorelDRAW. Voilà. Qui est aussi moins cher à long terme que Adobe, puisqu'ils offrent la possibilité ici, visiblement, d'acheter en perpétuel, ou alors ils ont le 20 € mensuel. Oui, en fait, Corel, c'est canadien, et sur le continent américain, c'est fort implanté. Voilà. Et aussi, quand on a des machines à découpe, elles viennent souvent avec Corel, comme logiciel qui accompagne la machine à découpe laser pour faire du packaging en petite quantité, des porte-clés découpés, les bobs là que vous voyez, ou des choses comme ça. Voilà. Bon, à voir si sur PC combien ça va coûter aussi. Chez Corel, ils ont racheté un logiciel qui a été racheté par plein de boîtes. C'est Corel Painter, qui est une monstruosité. Pour ceux qui veulent faire du painting, de l'illustration par rapport à Photoshop, on est un cran au-dessus, mais par contre, au niveau complexité, c'est pas mal aussi dans le genre. Hein. Donc Corel Painter, alors, à ne pas confondre bien sûr avec Microsoft Paint, parce qu'à chaque fois que je parle de Corel Painter, il y en a qui disent « Ah, Microsoft Paint, mais c'est pourri !» Ben non, c'est autre chose complètement. Hein. Corel Painter, on parle pas de la même chose. Au niveau du graphisme, de la simulation des outils de peinture, c'est autre chose, hein, comme vous voyez ici.
sur les images qui sont là en basse définition, mais on arrive quand même à avoir une idée de dont c'est vraiment pour les illustrateurs. Et en Europe, ça n'est pas très connu, sauf en Europe du Nord, les pays nordiques. Mais au niveau mondial, il y a quand même la base d'utilisateurs qui est là, et c'est génial, mais il faut vraiment avoir l'utilité, quoi. Il faut être illustrateur, parce que c'est un investissement de temps assez énorme pour arriver à l'utiliser pleinement, et il faut être doué aussi. Il faut déjà savoir dessiner ou peindre dans la vraie vie avant de se lancer là-dedans. Mais tout ça pour dire que chez Corel, ils ont quand même un monstre de logiciel très haut de gamme, qui, à mon avis, est largement au-dessus de Photoshop, et depuis longtemps. Depuis longtemps, en 1994, je travaillais dans Painter, non, en 1993, je travaillais dans Painter, il y avait déjà les calques, alors que dans Photoshop, il n'y avait pas encore les calques. Donc tout ça pour dire que c'est pas des outils de nain de jardin. Donc voilà, en effet... Oui, alors pour revenir un peu en arrière dans la discussion, en effet, Canva, c'est ça l'idée, c'est que au niveau créatif, c'est pas extrêmement génial parce qu'on travaille beaucoup sur base de modèles. C'est pour ça que les community managers, donc ceux qui animent les réseaux sociaux, aiment bien parce que ça leur permet de faire rapidement des choses. Donc ce CV, pour moi, c'est un CV qui attire l'œil au niveau typographique, bien que je suis en train de voir que l'espace entre les mots, quoi, non, c'est correct, c'est correct. Il y a ici... Ah tiens, quand je vais sur le lien, voilà le lien, en fait... Et c'est des modèles de CV gratuits en plus. 40 modèles de CV créatifs gratuits. Ok. Donc, voilà. Moi, je dis, c'est ce qui peut impressionner. Quelque chose qui ne coûte pas cher. Parce que, voilà, vous envoyez un CV super, couleur, découpe, gaufrage, blablabla, dorure, je sais pas, j'imagine plein de choses, vernis. Et là, l'entreprise qui reçoit ça va se dire, waouh, voilà quelqu'un qui sait dépenser de l'argent. Et c'est pas ce qu'on recherche en entreprise, des gens qui savent dépenser de l'argent. On cherche des gens qui savent faire économiser de l'argent. Et c'est d'ailleurs la base du graphisme. Et ce que je vais vous dire là est vraiment hyper important. En graphisme, le but du graphisme, d'une manière générale, c'est d'obtenir l'effet maximum visuel pour le coût de production minimum. Et un des outils pour faire ça, c'est la typographie, c'est des belles mises en page, des belles compositions, des compositions dans lesquelles on utilise le blanc, on n'hésite pas à mettre du vide, parce que des produits bas de gamme, on a tendance à faire du remplissage, et des produits haut de gamme, ils présentent du vide. Donc ça compte beaucoup, la gestion du vide, je vous en reparlerai dans la composition dans InDesign. Donc, voilà, l'effet maximum avec le minimum de moyens, c'est le but du graphisme aussi. Alors, en graphisme, il y a une histoire qui est connue, et je vais terminer par ça. Certains parmi vous connaissent peut-être cette histoire d'un groupe de musique qui s'appelle New Order, qui en 1983 a créé un morceau de musique qui s'appelle Blue Monday, c'est de l'électronique, bon peu importe. Et ils ont fait une pochette de disque qu'on voit ici, une pochette de disque qui a de la découpe. En fait, c'est censé représenter les disquettes qui étaient utilisées à l'époque, sauf que ça fait 30 cm. Les disquettes souples, les floppy disks, on appelait ça. Maintenant, ça a disparu depuis longtemps, personne ne connaît plus ça. Mais c'est censé représenter ça. Et donc, on a une pochette noire avec de la découpe, c'est des trous. À l'intérieur, la pochette dans laquelle on met le disque, elle est imprimée en encre métallique grise. Sur le côté, on a des échantillons de couleurs qui sont pas créés par du CMJN, mais c'est des encres, des tons directs, donc c'est un passage en presse pour chaque couleur. Et donc cette pochette leur a coûté cher, à tel point qu'ils en ont vendu en fait énormément. Ça a été un succès énorme, ce morceau. Et même les gens, Monsieur Tout-le-Monde a acheté ce qu'on appelle des maxi, donc le morceau sur un disque 30 cm. Et donc le grand public a commencé à acheter ça, et
Et en fait, c'était tellement coûteux à produire qu'ils n'ont pas fait de bénéfice sur le disque, quoi. Parce que ça leur coûtait plus cher que ce que ça leur rapportait. Et c'est un exemple connu dans l'histoire du graphisme d'exagération, de délire de graphiste. Mais... Ah oui, c'est un superbe objet de collection, oui. Alors pour la petite histoire, sur un autre de leurs vinyles, ils donnent le code, parce qu'en fait ceci c'est du texte, mais il faut savoir à quelles lettres correspondent les couleurs. Et c'est un code, en fait. Il y a 2 lignes de texte, en fait. Mais c'est sur un autre disque qui donne le code, mais ça c'est une histoire de communication, de graphisme, encore un délire. Donc voilà. Faites gaffe, partez pas dans des délires et focalisez-vous un maximum sur la qualité de la typo et de la mise en page, le positionnement des éléments. Et voilà, parce qu'on peut aussi imprimer en 6 couleurs. Ça existe. Les magazines 6 couleurs, ça existe. Des magazines d'art, les magazines de photographie haut de gamme qui vous coûtent 15 ou 20 euros le magazine. Vous avez l'impression en 6 couleurs qu'on appelle l'hexachromie qui imprime avec des encres cyan magenta, jaune, noir, de meilleure qualité parce que c'est des encres Pantone et de l'encre orange et verte en plus. De l'encre orange et verte en plus. J'essaie de trouver un bon exemple pour l'hexachromie, mais donc c'est un procédé inventé par Pantone pour avoir des couleurs beaucoup plus vives sur le papier. Donc là aussi, ça pourrait être un délire hexachrome. Je vais plutôt taper hexachrome parce que c'est ça la vraie marque, voilà. Donc, si en magenta, jaune, noir, plus encre verte et orangée qui conviennent très bien pour faire des impressions de végétaux, notamment avec voilà, des couleurs vertes vives, ça va passer, c'est bien. C'est réservé aux publications de très haut de gamme, en fait, des magazines de haut de gamme, des livres d'art, et aussi pour les toutes boîtes que vous recevez dans votre boîte aux lettres, parce que là, ils peuvent se le permettre, vu que c'est imprimé à des millions d'exemplaires, ils peuvent se permettre de mettre en place un système 6 couleurs. Ils s'y retrouvent, et leur viande, leurs légumes ont l'air appétissants. C'est important. Si vous avez un toute boîte, un folder que vous recevez dans votre boîte aux lettres, regardez à la loupe, vous allez voir qu'il y a un tramage vert et orangé, très certainement. Donc, techniquement, il est possible de... Nos documents qu'on fait dans InDesign avec des images RVB, de les imprimer en 6 couleurs. Mais est-ce que ça a vraiment un intérêt ? À voir.